Hola les petits païtons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène voir une magnifique exposition au Petit Palais à Paris. J'ai croisé l'affiche hier soir en rentrant, j'étais là en mode ok, il faut absolument qu'on y aille, donc c'est parti. Mais avant de commencer, je voulais absolument vous parler de cette incroyable banane que j'ai faite moi-même. Voilà, je la kiffe tellement, je peux mettre plein de choses dans mon carnet de dessin, mon porte-monnaie, mes écouteurs, mon téléphone et mes micros rentrent dedans. Et en fait, le orange, vous voyez, et il retourne jusque là, c'est un cercle parfait, c'est assez improbable. Quand j'ai vu le tuto, j'étais là, why not, on va essayer. Et un rectangle bleu pour le devant, j'ai tenté des nouveaux points au crochet, je suis trop fière de ce que ça rend. Et après, pour les accroches, je suis partie en impro total. Ceux-ci sont des cercles qui permettent de différencier les clés. Normalement, tu les mets autour et tu te dis, ah bah très bien, la clé jaune, c'est pour la boîte aux lettres. Enfin bref, ce genre de choses. Et ensuite, pour la anse, au début, je pensais pas en acheter une parce que je voulais la faire aussi au crochet comme ça. Et en fait, quand j'ai vu celle-là et que j'ai vu qu'elle était à 6 €, j'ai fait non, mais en fait, je vais la prendre. Elle est incroyable. Et du coup, j'étais trop contente de trouver ça. Bon, vous verrez le jaune, une petite couleur commune que j'aime beaucoup. Et vraiment, la fermeture éclair blanche assortie ici. Et du coup, la fermeture éclair, et ça, c'est des trucs de récup que j'ai trouvé chez des potes. On en cherchait, on a brainstormé de qu'est-ce qui pourrait fonctionner là-dedans pour mettre la tâche. Bref, j'étais trop contente. Je vous mettrai le tuto en barre d'infos. Je l'ai trouvé pas du tout clair, je vous préviens. Peut-être parce que je débute totalement au crochet. Mais moi, il y avait je suis partie en impro total sur une bonne partie, notamment sur tout ce qui est les tailles. Mais ça me ressemble bien d'y aller au feeling et que pour l'instant ça marche bien. Je l'ai porté 2 jours entiers. Ça, pour moi, c'était la partie qui risque d'être le plus fragile. Pour l'instant, nickel, j'ai mis des choses assez lourdes et ça tient bien. Et du coup, elle est en rodage parce qu'à la base, je voulais une banane pour faire les marchés. Parce que là, j'en ai des gros qui arrivent pour tout le mois de novembre et de décembre. J'ai été prise à Artouplet en novembre et ensuite plein de marchés sur Nantes, aux alentours et même sur Paris. J'ai trop hâte d'aller faire tout ça. Et en fait, je voulais une banane pour mettre mon TPE, mon lecteur de cartes et ma monnaie pour rendre aux gens parce que je ne sais jamais où est-ce que j'ai foutu ça. Et en plus, c'est vraiment pas ouf de les perdre parce que parfois, il y a des gens qui sont pas très sympas sur les marchés, qui piquent les choses. Du coup, comme ça, je mets mon téléphone, parce que j'ai besoin du téléphone aussi pour pouvoir connecter le lecteur de cartes. Donc là, j'ai une semaine pour tester sa solidité, puis on verra bien. Et voilà, je suis arrivée au Petit Palais pour voir cette exposition. C'est bien la première fois de ma vie que je vois de la queue dans ce palais. D'habitude, il n'y a jamais personne, avec un joli petit ciel gris typiquement parisien. Mais bon, j'ai de la chance, il ne pleut pas, et ça c'est cool. Je vais pouvoir admirer cette magnifique porte remplie de jolis détails en attendant en faisant la queue. Waouh, 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 comme c'est magnifique, franchement incroyable. Même les plafonds à l'intérieur suivent la vibe, regardez-moi ces peintures. Et en plus, trop de la chance, il n'y a personne, pas de queue pour aller à l'exposition. Je sens que je vais passer un moment merveilleux. Rien que sur l'affiche, déjà, je bave parce que les couleurs agrandies comme ça, c'est magnifique. Coucou à vous! C'est la première fois que je vais m'amuser à utiliser le point médian, c'est incroyable, ça fait plaisir, bravo! Voir des peintures comme ça me donne envie de retenter la peinture à l'huile, avec du bleu à la base des cheveux, plein de couleurs dans le détail, dans le visage, je trouve ça incroyable. On peut vraiment se permettre de faire tout ça parce que c'est une peinture qui sèche très lentement en plusieurs jours, donc on peut revenir, on peut remélanger, donc il y aura des zones très floues et d'autres très détaillées si on peut revenir un petit peu après. J'ai été directement subjuguée par toutes les œuvres, vraiment toutes les couleurs qu'on trouve dans la peau, moi c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, qui m'attire. Je fais toujours un peu attention parce qu'il y a beaucoup de nus à contourner les zones qui pourraient poser problème. C'est un peintre qui vient de Finlande et il adore peindre la ruralité là-bas. On y voit dans ce tableau son frère qui pose avec la serpe et les petits champs en arrière-plan. Il y a un incroyable mélange entre des parties très détaillées et d'autres parties beaucoup plus esquissées. Ses sujets principaux sont la nature, les gens et son village. Sur ce tableau-là, c'est une dame qui nous invite à suivre un raccourci pour traverser une rivière. Ensuite, il vient étudier en France et là, on voit vraiment l'inspiration de Paul Gauguin qui était son professeur à l'école. Il y avait aussi plein de tableaux et l'inspiration de Van Gogh, de Monet et tous ces peintres qui étaient dans ce coin-là. Il y avait une salle qui était dédiée à l'art musical parce qu'il a grandi entouré de ça. Son frère était violoncelliste, sa belle-sœur faisait du piano et il adorait cet instrument qui était typique là-bas. Donc il a plein de tableaux qui représentent des musiciens, des musiciennes. Moi, je suis vraiment fascinée par tout ce qu'il arrive à nous transmettre en quelques touches, toutes les lumières, les parties d'ombre. C'est si précis et en même temps si suggéré et si génial. Donc voilà, sur cette œuvre, d'après le cartel, ce serait plus poétique qu'une vraie représentation de son frère, avec le fond noir et la blancheté devant qui se détachent pour un peu montrer la pureté et l'élévation de la musique. Je suis complètement fan de comment est-ce qu'il a fait l'ombre du bateau, on dirait une tache d'encre, je trouve ça génial, si fluide, et toutes ces couleurs qu'il met dans les nuages. Et franchement, ce tableau est gigantesque. Là, vraiment, je vais m'en reculer, mais vraiment plus grand que moi, je vous promets.
Ce que j'aime beaucoup avec le Petit Palais, c'est aussi toute la scénographie, toute la mise en scène. Et là, ils ont carrément recréé, je ne sais pas si c'est à l'échelle, en tout cas c'était vachement grand, toute cette œuvre qu'il a faite pour une sorte de chapelle. J'ai pas trouvé le cartel exactement pour savoir ce que c'était. Et là, on voit une photo d'origine qui montre, donc peut-être que c'était à l'exposition de la Finlande en 1900 où elle était mise à l'honneur, qu'il avait fait ça pour représenter des contes qui étaient typiquement de là-bas. Je trouve ça tellement inspirant, toutes ces couleurs. Là, juste pour représenter la coque du bateau, il y en a tellement. On voit parfaitement à quel endroit la peinture vient d'être mise. On retrouve aussi ça sur la terre, en voyant toutes les couleurs qui se sont mélangées, et même dans l'eau, les arbres, le ciel en arrière-plan. Vraiment, je me fais un gros shoot d'inspiration. J'espère que vous aussi. Je trouve que peindre la neige, c'est toujours super compliqué. Donc là, c'est un magnifique modèle. Au premier plan, on dirait presque une bulle de savon avec toutes les couleurs dedans. Et en arrière-plan, une immensité un peu monochrome pour montrer l'immensité de la nature. Donc là, on y retrouve vraiment toutes les couleurs. Il y a du bleu, du vert, du violet, du jaune, mais c'est incroyable, ça ne s'arrête pas. Et moi, je trouve ça encore plus fantastique qu'il ait réussi à mettre tout ça sans que ça rende marron. Oui, il y a bien du jaune, mais en fait, c'est même presque marron. Peut-être un rappel avec cette jupe, ou même les skis pour que ça se mélange et que ça se rappelle. Ce que je trouve génial, c'est qu'en plus, son haut est aussi blanc, mais en blanc plutôt jaune cette fois-ci, voilà, pour amener un contraste un peu en couleur complémentaire avec le bleu-violet du ciel. Et on voit vraiment qu'à droite, les ombres sur le bras sont plutôt bleutées, et à gauche, les ombres à l'intérieur du bras sont plutôt jaune très clair. Donc je trouve ça rigolo de voir que des ombres ont des différentes teintes sur le même personnage. Pekka Alonen aspire à une vie tranquille, loin des agitations citadines, et pour ça, il va créer une magnifique maison dans laquelle il accueillera d'autres artistes, mais de tout type. C'était des peintres, des écrivains, des poètes, des musiciens. Et dans cette maison, il grandira 8 de ses enfants avec sa femme, qui furent ses principaux sujets lors de ses peintures. Il y vivra pendant de très longues années dans sa Finlande qu'il aime tant, loin de tout, avec des magnifiques décors très inspirants. Nourri par son passage en France et les nouveaux courants artistiques émergents, il décide de peindre avec de plus en plus de couleurs. C'est très saturé, ça me fait vraiment penser aux montagnes de Cézanne, c'est incroyable. En parlant d'incroyable, je vous avais déjà mentionné la scénographie, et là, juste dans la pièce avant, ça citait sa maison, et là, pouf, on se retrouve dans sa maison, du coup, qui est une sorte de chalet tout en bois, donc ils ont du faux bois à l'intérieur de tous les murs, il y a toutes ses œuvres, il y a des skis accrochés, et vraiment, on y retrouve toutes ces couleurs qui viennent pepser contre le bois. Et franchement, quand je vois ça, moi, je me dis, mais pourquoi à l'école, on nous enseigne pas ça? J'ai jamais vraiment aimé les natures mortes, j'ai trouvé ça toujours très ennuyeux. À mourir, haha. Mais là, quand je vois cette eau et tous ces détails dedans, je veux en faire. Et ce tableau-là, comme la lumière a été représentée, mais je pouvais passer des heures à le regarder. D'habitude, il faut une ombre assez forte et très foncée pour que la lumière se détache. Et là, pas du tout. Elle est même presque claire. Il y a beaucoup de blanc dedans, donc c'est vraiment très surprenant. Et juste avec ces éclats de lumière sur la table presque blanc, de cette lumière qui passe à travers les carreaux de la vitre, on sent toute la luminosité de cette journée à travers cette peinture. Et moi, je vous laisse admirer tout ça. Je vous zoom pour que vous puissiez regarder les petits coups de pinceau sur la nappe, sur la chaise, absolument partout, les petits détails dans la dentelle, les plantes, les rideaux, complètement fan. Il avait aussi son propre potager qui était aussi une grande source de peinture et très inspiré par le fauvisme. On sent d'après le cartel la joie du peintre à peindre ses légumes avec des grands coups de pinceau très colorés. Vraiment très joli. Je ne pensais pas un jour m'extasier devant une peinture d'un plant de tomate aussi coloré. Ce tableau s'appelle Les couleurs de l'automne. Il a été fait en 1911 et c'est de l'huile sur toile, comme je crois à peu près tous les tableaux que je vous ai présentés par ici. Je n'ai pas plus à vous dire sur cette peinture à part que c'est magnifique, que c'est inspirant, les couleurs, les formes, la composition, tout. Il a toujours peint beaucoup de nature. Au début, c'était parce que c'était ce qui l'entourait. Ensuite, plus pour montrer l'indépendance de son pays, parce que la Russie essayait de phagocyter et de n'en faire plus qu'un. Donc voilà, pour montrer la nature qui était spécifique. Il a aussi beaucoup peint la tenue traditionnelle. Et là, par-dessus tout ça, se rajoute une conscience écologique. Son pays qui rentre dans une grande ère d'industrialisation, il a peur qu'il disparaisse. Donc il décide de peindre les saisons. Là, on voit par exemple l'hiver avec toute cette neige et ces petits chalets très typiques. Sans oublier ce joli petit coucher ou lever de soleil qui met une petite pointe de jaune. Tout le long de l'exposition, il y avait ça. Ça ressemble un peu à rien, mais en fait, ce sont des parfums. On peut s'approcher et sentir. Celui-là, il avait une odeur toute douce. Ça s'appelle Éloge à la nature. La forêt se dévoile à travers les notes boisées de pin de Sibérie, tandis que la mousse de chêne exprime ses accents de sous-bois. Il y avait aussi des notes de genièvre très agréables, un peu florales. Le précédent était très dur, très rude, aux échos
Corse et au bois. Franchement, moi j'ai pas trop aimé, mais celui-là adorable. Et le troisième aussi était très intéressant à sentir. Je trouve ça génial, ça fait plusieurs musées dans lesquels je vais et que dans les expositions, il y a ces installations où on peut sentir des parfums qui sont inspirés de toutes les œuvres qu'il y a autour de nous. Ça ajoute une dimension olfactive pour nous imprégner encore plus des œuvres. Plus que tout autre peintre finlandais, Pekka Alosen s'est affirmé comme le poète de la neige. Nul n'a su mieux que lui en représenter les multiples nuances, la faisant chatoyer avec la glace au fil des saisons. Le thème a traversé toute sa carrière du milieu des années 1890 au début des années 1930. Les paysages de neige constituent pour lui un terrain d'expérimentation où transparaissent les différentes sources dont il s'est nourri au cours de ses séjours parisiens, du japonisme au néo-impressionnisme. Si l'on peut percevoir une évolution stylistique, tous ces tableaux sont animés par une ferveur quasi mystique pour la pureté et la sacralité de cette nature vierge sublimée par l'hiver. Dans les années 1920, le motif tend à se dissoudre, confinant presque à l'abstraction. De plus en plus éthérées et monochromes, les dernières œuvres se font le reflet de la sérénité intérieure à laquelle est parvenu l'artiste. Un grand silence se dégage de ces œuvres, véritable symphonie en blanc majeur. Voilà, pour vous montrer un petit peu l'abstrait dont je parlais, de très près, on voit des zones qui se mélangent, des coups de pinceau. De loin, on comprend qu'il a voulu montrer un arbre, une partie avec de la neige, etc. Mais je trouve ça très drôle de voir comment les choses se déconstruisent. Sur ce tableau-là aussi, les couleurs sont magnifiques, on dirait presque que l'arbre est en train de prendre feu avec le soleil, mais quand on est tout proche, un tourbillon de pinceau. On arrive sur ce tableau-là. Je crois que c'est mon préféré de tous. J'adore toutes les couleurs, avec le fond coloré qui se détache de la neige. Waouh, ce tableau de cette vue de loin est incroyable. Je suis désolée, je crois que je vous ai dit 40 fois ça depuis le début de la vidéo, mais je manque de vocabulaire face à la beauté de ces œuvres. Encore une belle grande toile remplie de magnifiques détails et d'ombres colorées. Je suis tellement contente que cette exposition existe et de pouvoir voir tout ça. Et puis j'adore le filmer pour vous parce que je sais que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup aussi voir dans mes vidéos YouTube quand vous pouvez pas aller dans les musées, que je puisse vous présenter tout ça. Tout à l'heure, je vous parlais de la scénographie des lieux et en fait, tout en haut, tout autour de la pièce, je viens de remarquer, il y a des noms de neige. Parce qu'en fait, en fonction des pays, ils ont du vocabulaire qui est spécifique. Et là, vu que c'est un pays où il neige beaucoup, il y a plein de spécificités. Je trouve ça hyper intéressant de voir tous les noms qu'il y a. C'est un peu flou, je suis désolée, c'est vraiment loin et c'est assez sombre, mais l'idée est là, puis vous pouvez faire vos recherches. Par exemple, pour d'autres peuples qui vivent dans la forêt amazonienne, il y aura plus de nuances de vert que nous. Je trouve ça génial! Voilà, l'exposition est finie, c'est parti pour un petit tour dans la boutique. J'hésite à prendre ce portfolio comme il appelle avec plein de grandes illustrations trop jolies pour débioter le livre et les afficher chez moi. Franchement, les peintures même en reproduction sont vraiment tout autant magnifiques. Ensuite, petit tour aux cartes comme à chaque fois, mais là je suis assez déçue. Il y a très peu de choix et franchement, celles qui ont été choisies ne m'inspirent pas, à part celle-là peut-être. J'aurais largement préféré avoir des cartes de ces illustrations-là qui sont sur les carnets. Mais bon, j'en ai déjà bien assez et pas besoin de plus. Mais regardez ça, c'est fou. Tout ce qui reste en carte ou en marque-page, c'est ultra terne. Il n'y a plus aucune des couleurs que j'aime bien. Coucou! Ça y est, on se retrouve à l'extérieur de l'exposition temporaire pour voir ces magnifiques monnaies et de voir toutes les inspirations qu'il y a eu. Et on sent vraiment tout ce qui se croise. Cette illustration-là est aussi canon. On y retrouve la même gamme colorée. J'aime beaucoup. Je vous mettrai l'artiste juste là à l'écran. Et il y avait cette sculpture qui m'a beaucoup fait rire et attiré l'œil. De loin, on voit que la pile de livres, et c'est seulement quand on rentre dans la pièce qu'on voit tout ce magnifique ciel arc-en-ciel et cet enfant avec la tête qui passe à travers les nuages. C'était une œuvre moderne qui mélangeait des vieux livres et des sculptures en résine. Je trouvais ça vraiment très chouette pour montrer en gros l'imaginaire des livres. Tout aussi fantastique et un peu moins récent, ce tableau que j'ai découvert, que j'ai vu pour la première fois, qui représente un nu, donc pour des raisons évidentes, je ne peux pas vous le montrer en une seule fois, on va faire les petits allers-retours sur le contour. Du coup, je vais vous lire le cartel de ce tableau. C'est une huile sur table gigantissime, faite en 1866, qui se nomme Le Sommeil, par Gustave Courbet. Et pour son histoire, c'est un diplomate turc installé à Paris, qui s'appelait Khalil Bey, qui rassemble une éphémère collection tournée vers l'art. Il achète des Delacroix, des Théodore Rousseau, et c'est lui qui a été le premier acheteur du bain turc d'Ingres. Il s'intéresse à Courbet comme peintre de la femme et de la sensualité. Dans cette œuvre de commande, Courbet a librement transposé le langage du sérénail orientaliste en situant la scène dans l'atmosphère confinée d'une chambre visiblement luxueuse. Le tableau trouve son origine dans les gravures du XVIIIe siècle et dans les évocations littéraires de l'amour lesbien. Il est également fidèle à l'univers de réalisme et de volupté propre à son auteur. Khalil Bey lui commandera également l'origine du monde qui est très connue. Comme l'avait fait Manet avec Olympia, Courbet pose ici deux types de beauté féminine en jouant sur le contraste des carnations et des chevelures.
J'ai aussi recroisé ce tableau que j'aime tant de Sarah Bernard, qui est vraiment magnifique, que j'avais vu lors d'une exposition qui lui était dédiée, où j'ai découvert à quel point c'était une personne, une femme fantastique. Vraiment, si vous avez l'occasion de vous renseigner sur ce qu'elle a fait et qui elle était, j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, je ne peux que vous montrer à quel point ce tableau est grand. Je ne sais même pas s'il y a des dimensions sur le petit cartel. Non, comme c'est dommage. Une huile, mais gigantesque. J'ai l'impression que même si je me reculais pour plusieurs mètres, ça n'entrerait toujours pas dans l'appareil photo. Vraiment, à chaque fois que je la vois cette œuvre, je suis genre waouh, ça claque, s'en met plein les yeux. Ça y est, je viens de finir l'exposition, trop contente d'y être allée à 13h, comme ça il n'y avait pas trop de monde. À part la boutique qui était pas ouf, vraiment tout le reste c'était incroyable, magnifique, inspiré à jamais. J'ai envie de me mettre à peindre de la neige en rentrant direct sortir. Et là, mais qu'est-ce que je vois? Mais des cartes postales avec des illustrations beaucoup trop belles. Donc bien sûr, je me suis pris celle-là parce qu'elle était trop canon, j'étais trop contente de la voir. Et voilà, petite vue sur la scène avec les feuilles mortes qui font cronche-cronche. Je vous ai pas mis le son parce que ça faisait beaucoup trop de vent et de voitures à l'extérieur. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un commentaire, ça fait toujours super plaisir. Et je vous fais plein de bisous, plein de paillettes et je vous dis à la prochaine vidéo.